Les aventures et les belles histoires qui les accompagnent, ça m'a toujours passionné. Ça me vient de mon père. Sa passion, c'est les crocodiles. Une passion qui lui vient de son enfance marocaine, où son oncle va lui transmettre l'admiration et le respect pour les reptiles. En créant avec son frère la ferme aux crocodiles de Pierre Latte, il est aujourd'hui reconnu pour son expertise. Ce projet lui a permis de mener des actions de sensibilisation et de préservation des reptiles, sur place comme dans les milieux naturels. Réaliser ce podcast, c'est un moyen pour moi de mieux comprendre les expériences qui l'ont façonné en tant que personne. C'est aussi une façon pour vous de prendre part à ces aventures, à la découverte des crocodiles et autres reptiles. Épisode 1. Les gavials du Népal. Dans ce premier épisode, nous partons sur les affluents du Gange, au Népal, à la recherche d'un crocodile atypique, le gavial. Ouais, les gavials, c'est une histoire importante pour moi. On avait, avec mon frère, monté la ferme aux crocodiles à Pierre Latte. Donc c'était un espace unique en Europe déjà, et dans lequel on présentait au public plus de 300 crocodiles, de l'espèce crocodile du Nil, donc une espèce typiquement africaine. Et très rapidement, nous avons eu, les crocodiles surtout, ont eu beaucoup de succès, et de très nombreux visiteurs venaient. Moi j'étais passionné, je passais beaucoup de temps à les observer, à les regarder, à essayer de les comprendre. On peut dire, de nombreuses années plus tard, qu'on comprend toujours pas tout. Mais bon, je passais beaucoup de temps là. Et il y a un crocodilien, donc de la famille des crocodiles, des crocodiliens, donc les crocodiles, les alligators, les caïmans et le gavial. Et donc ce gavial, très particulier, avec son museau très fin, très long, un mangeur de poissons, un corps très fuselé, des pattes très courtes. Il m'avait toujours intrigué. J'en avais jamais réellement vu. C'est-à-dire qu'en fait, je les avais vus dans les reportages. J'en avais vu un empaillé, comme on disait autrefois, à la Galerie de l'Évolution à Paris, un énorme, peut-être 6 mètres, avec le gara. Le gara, c'est la boule que les mâles ont au bout du museau et qui leur permet de faire un son très particulier qui semblerait attirer les femelles. Donc ça, c'est très particulier puisque c'est un des rares crocodiliens dont on différencie très facilement le mâle de la femelle quand ils sont sexuellement adultes. Et donc j'étais un jour sur une passerelle dans la ferme aux crocodiles à Pierre Latte, en train de regarder les crocodiles du Nil qui étaient en dessous. J'aimais vraiment bien ça. Et puis un visiteur s'est approché. On a commencé à discuter. Généralement, je demandais aux visiteurs si je pouvais les aider à répondre à des questions. Voilà. Et puis on a commencé à discuter avec ce monsieur, dont je n'ai jamais connu le nom. Et il m'a rapidement, dans la conversation, parlé de gavial, et de gavial qu'il avait vu au Népal. Waouh! Franchement, j'étais avec la bonne personne, quelqu'un qui m'intéressait, qui me parlait vraiment de gavial, qu'il avait réellement vu. Donc, j'avais une adresse, en quelque sorte, un endroit où je savais que je pourrais voir cet animal qui était une espèce de fantasme pour moi à ce moment-là. Donc assez rapidement, après cette visite, cette rencontre, j'ai organisé un voyage avec mon ami André Servant. Donc André, c'est à lui tout seul un personnage. C'est un reporter, un caméraman, un ami, un mec super des merdes avec qui on a fait beaucoup de voyages. Et donc, j'ai préparé ce voyage et nous sommes partis tous les deux. Alors, je ne me rappelle plus très bien
à quelle époque c'était. Mais bon, voilà, c'était un moment assez particulier. On s'est envolé pour Katmandou. Katmandou aussi, c'est particulier. Et bon, voilà, c'était le début d'une histoire, d'un périple. On était bien tombé parce que à cette période-là, il y avait une belle lumière et la chaîne de l'Himalaya et de l'Everest se voyait vraiment bien, donc c'était absolument magnifique. On est parti dans le parc de Chitwan. Donc le Chitwan, c'est à la frontière avec l'Inde, dans le Terai. Donc déjà ça, c'est une aventure puisqu'on prend la route. Cette route vraiment hyper dangereuse où on croise des camions, ces vieux camions colorés de la marque Tata, qui font beaucoup de bruit et beaucoup de fumée aussi. Tout le long, on est au bord du ravin, donc c'est assez impressionnant. Et on s'est retrouvé donc au parc de Chitwan. Et le parc de Chitwan, je dois dire que c'était une découverte, une merveille. On y retrouve les rhinocéros indiens, avec cette carapace très particulière. Ça s'appelle pas vraiment une carapace, mais l'image est assez forte. Une végétation extraordinaire, des éléphants sauvages. Et nous, on est partis donc un matin de très bonne heure avec un guide en suivant la rivière Rapti River. Et en suivant cette rivière sur de nombreux kilomètres, puisqu'on a marché peut-être plus de 5 heures, on a quand même croisé évidemment des empreintes d'éléphants, mais aussi tout au bord de la rivière, je me souviens très très bien, comme si c'était hier, des empreintes de tigres. Et de se retrouver dans le royaume du tigre, c'est assez particulier comme sensation. Et aujourd'hui, les populations sauvages au Népal et en Inde, puisqu'en fait le gavial, c'est le gavial du Gange, donc il est lié au fleuve Gange et à ses affluents, donc même les affluents au Népal. Le problème du gavial, c'est plusieurs problèmes liés. La pollution principalement, qui rentre en conflit, enfin, on va pas dire en conflit, mais en compétition avec les pêcheurs, puisqu'ils mangent que du poisson, et que bon, des fois ils se prennent dans les filets de pêcheurs, et puis évidemment les pêcheurs, quand ils en voient autour, ils sont pas très contents. Tout ce qui est la traque pour des animaux vivants ou morts, ça c'est à peu près terminé. Donc en marchant au bord de cette rivière, on espérait voir ce fameux gavial. Il a fallu très longtemps pour qu'à un moment, on tombe réellement sur la rivière en face, sur l'autre bord de la rive, 3 énormes gavials, la gueule ouverte, avec en fond l'Himalaya. Et à un moment, il y a des paons sauvages, puisque les paons ces oiseaux magnifiques sont originaires de ces contrées, de l'Inde et du Népal. Les 3 paons sauvages qui viennent boire juste à côté des gavials. Donc une image qui a fait boum dans ma tête. Et je me suis dit, cette image-là, il faut vraiment que mes enfants, que mes petits-enfants puissent encore la voir. Et je crois que ça a été vraiment le déclic, le début de mon envie de travailler pour la conservation animale et pour travailler pour que la nature continue à survivre. Très rapidement après, on a eu la chance, donc j'étais avec André, on s'est dit on va faire un reportage, et on a eu la chance de rencontrer et de pouvoir interviewer le docteur Masquet. Alors, docteur Masquet, c'est quelqu'un qui a été très important dans ma vie aussi. À cette époque-là, il était directeur des parcs nationaux du Népal, et lui-même avait fait sa thèse aux États-Unis sur le gavial.
Donc très rapidement, on a commencé à bien s'entendre, à parler des mêmes choses et aussi à boire des coups le soir autour d'une bouteille de whisky. C'était bien sympa. On rencontre Docteur Masquet et il nous parle du gavial, de la conservation du gavial, de ce que fait le Népal, et il nous emmène dans une nurserie, donc sur le parc de Chitwan, et je me suis aperçu qu'elle était plutôt très bien construite, parce qu'en général c'est un peu bizarre de dire ça, mais bien souvent dans les pays en voie de développement, la conservation des espèces animales passe au deuxième plan, au troisième plan. Et là, je me suis aperçu que c'était bien fait et qu'ils avaient déjà commencé à faire des relâchers de gavial dans la Rapti River et Narayani River, et que le programme était intéressant. Donc, on a demandé à Masquet comment on pouvait participer et s'engager. La ferme aux crocodiles donc de Pierre Latte pourrait s'engager à la conservation de cette espèce-là. Et donc, on a commencé à améliorer ce qu'on pouvait améliorer dans ce centre de conservation du gavial, notamment toute la partie reproduction qui paraissait pas très bonne, et aussi la nurserie qui était pas très au point. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de bébés naissants qui mouraient parce que les soins n'étaient pas tout à fait adaptés. Donc ça, c'était vraiment dommage. Et donc après, sur les années futures, on a bien amélioré ça avec de bons résultats dans les 3 ou 5 années après. On a aussi fait une partie pédagogique, puisque beaucoup d'écoles népalaises et les visiteurs de Chitwan, les visiteurs étrangers qui venaient à Chitwan, venaient visiter ce centre. Et donc on a fait des panneaux qu'on avait déjà en fait, des panneaux qu'on avait déjà pour la ferme aux crocodiles à Pierre Latte, qu'on a ramenés au Népal et on les a installés dans ce centre. Voilà. Après, un des très beaux jours de ma vie, c'est que quelques années plus tard, j'ai pu participer, ça avait été filmé aussi avec André, à des relâchers de gavial dans la rivière. Et ça, quand on relâche des animaux qui ont été élevés en captivité et qu'on les relâche pour une vie définitive dans la nature, c'est quand même un moment, une sensation incroyable, un moment très très fort. Et je dois dire que ça, c'est pareil, c'est ancré à vie. Alors, il faut reconnaître que c'est pas toujours avec des résultats extraordinaires. Je pense que beaucoup de gens vont se dire, oui, mais relâcher des animaux qui ont été nés en captivité, les relâcher directement dans la nature, ça marche pas, etc. Là, je pourrais répondre que pour les crocodiles ou pour les reptiles en général, ça a été fait souvent et ça marche plutôt bien. Ce sont pas des animaux qui s'habituent trop à l'homme et qui sont capables instinctivement, très très rapidement, de chasser eux-mêmes. Les gavials, les femelles pondent, les œufs sont incubés artificiellement. On élève les petits assez longtemps, plutôt 2-3 ans, donc qu'ils aient atteint 1 mètre, 1 mètre 20, qu'ils soient en dehors de portée des prédateurs principaux, parce que dans la nature, tous les bébés reptiles, notamment chez les crocodiliens, on considère qu'à peu près 3% survivent. Ils sont la proie de très nombreux prédateurs, même des gros poissons certaines fois, ou des tortues carnivores, tortues aquatiques carnivores, ce que les gens ignorent ou ne se rendent pas compte. Et donc il faut attendre qu'ils aient atteint une bonne taille, qu'ils soient quasi en dehors de prédateurs pour qu'on les relâche. Donc ça a plutôt bien fonctionné.
malgré quelques échecs, comme je disais tout à l'heure, mais quand même, globalement, ça a bien fonctionné et on a participé à plusieurs fois à des relâchers de gavial dans la nature. Ça, c'était vraiment super. Bon, alors, les gavials, ils ont été d'abord terriblement chassés, à l'époque des Britanniques, notamment pour des trophées. De tuer 1, 2, 5, 10 gavials dans une chasse, c'était comme les tigres ou autre chose. À l'époque, on n'avait pas cette notion de la conservation animale, et puis a priori il y en avait beaucoup, jusqu'à que justement à un moment il n'y en ait plus, ou presque plus. Et après il y a aussi la démographie, les hommes de plus en plus nombreux sur le bord des rivières, qui pêchent, qui polluent, plus des pollutions invisibles, c'est-à-dire les pollutions chimiques d'industrie qui ont des normes qui leur permettent, ou qui avaient des normes qui leur permettaient de relâcher des effluents toxiques dans les rivières. Et ça, des fois, ça fait de très très nombreux dégâts. Voilà. Après, plus tard, je suis allé en Inde. Je suis allé sur la Chambal River, où il y a beaucoup de gavials sauvages. On est allé un peu dans des conditions difficiles, parce que c'était justement après une pollution où plusieurs centaines de gavials étaient morts. Donc je voulais un petit peu aller voir comment ça se passait et pourquoi. Et voilà, bon, c'était un peu compliqué dans le sens où les Indiens, l'administration indienne n'était pas très contente qu'on y vienne et qu'on se rende compte des problèmes liés à la pollution. Et oui, je suis allé en Inde plusieurs fois pour les voir aussi, oui, bien sûr. Et pour en revenir au docteur Masquet, malheureusement, on l'a perdu, puisqu'il y a eu un accident d'hélicoptère au Népal où il a été victime, et j'ai perdu un ami cher à ce moment-là. C'est vrai qu'après, la conservation du gavial, pour moi en tout cas, a été beaucoup plus compliquée, et même s'est arrêtée assez rapidement, puisque je n'avais plus la personne avec qui on se comprenait et avec qui on était capable de faire des choses ensemble. Il n'empêche que la conservation du gavial continue. Elle continue au Népal, elle continue en Inde, elle continue, et d'autres centres sont nés. Donc il y a quand même vraiment de bonnes idées, et je pense que le gavial n'est pas complètement éteint, et au contraire, aujourd'hui, on en voit de plus en plus dans la nature, malgré qu'il y ait eu quelquefois des problèmes, notamment de pollution dans certaines rivières indiennes. Bon, voilà, ça reste un souvenir magnifique. Aujourd'hui, Luc Fougerolles s'investit plus particulièrement au Maroc, avec le Crocopark d'Agadir, sa ville de naissance. Au Maroc vivait jusque dans les années 70 l'espèce Crocodylus zucus dans les gueltas du Sud, trou d'eau permanent dans le désert. Cette espèce a disparu sous la pression humaine et les sécheresses successives, mais vit toujours en Mauritanie, au Burkina Faso, au Mali et au Tchad. Ce podcast est réalisé par Léo Fougerolles, avec les voix de Luc Fougerolles, Léo Fougerolles et Léonore Altenlo. La musique et le mixage sont de Tito Enral.